Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée un peu contre-intuitive. Et si une perte financière, ce n'était pas la fin du monde? Et si, au contraire, ça pouvait être le début d'une stratégie fiscale intelligente? On va voir ensemble comment, en Israël, un chiffre dans le rouge peut se transformer en un véritable atout. Spontanément, quand on entend le mot perte, on pense tout de suite au stress, à un échec. Mais en fiscalité, il faut complètement changer de perspective. La vraie question n'est pas combien j'ai perdu, mais plutôt comment est-ce que cette perte va pouvoir me servir. Exactement. Pour l'administration fiscale, une perte, ce n'est pas juste un mauvais résultat. C'est une donnée, une information. Et cette information, si on sait s'en servir, elle devient un levier pour rééquilibrer les choses et optimiser sa situation. C'est ça le principe de base qu'on va décortiquer. Allez, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une perte devient ce fameux levier fiscal? Quel est le mécanisme derrière tout ça? Le cœur du réacteur, c'est la déduction. L'idée est toute simple. Une perte que vous subissez une année n'est pas simplement oubliée. On peut la mettre de côté, en quelque sorte, pour venir effacer des bénéfices futurs, et donc réduire l'impôt qu'on aura à payer. C'est un principe de compensation, c'est logique et c'est très puissant. Et ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'on ne parle pas d'une zone grise ou d'une petite astuce. Pas du tout. C'est un mécanisme 100% légal, très bien encadré par le Code des impôts israélien. Les articles 28, 29 et 92, ce sont eux qui fixent les règles du jeu pour chaque type de perte. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu comment ces pertes sont classées. Il y a en gros 3 grandes familles de pertes à bien distinguer. Alors voilà les 3 catégories. D'abord, on a les pertes les plus classiques, celles liées à une activité commerciale ou même des revenus locatifs en Israël. Ensuite, on a la même chose mais pour des activités à l'étranger. Et enfin, une catégorie bien à part avec un traitement différent, les pertes en capital. Là, on parle de pertes sur la vente d'investissements comme des actions ou un appartement. Chaque famille a ses propres règles. Ok, plongeons maintenant dans la catégorie la plus fréquente, celle qui concerne les entrepreneurs, les indépendants, les boîtes, les pertes d'exploitation. Ici, il y a une distinction super importante à faire, c'est une question de timing. L'année même où la perte est constatée, la flexibilité est totale. On peut la déduire de n'importe quel revenu, même d'un salaire. L'idée, bien sûr, c'est de l'utiliser pour gommer les revenus qui sont les plus lourdement taxés. Mais attention, si la perte n'est pas totalement utilisée, ce qui reste pour les années suivantes est plus limité. On ne pourra alors la déduire que des revenus d'entreprise ou des plus-values. La flexibilité a ses limites dans le temps. Et justement, cette souplesse de la première année, elle permet des optimisations vraiment intéressantes, surtout pour les couples mariés. Imaginez un cas simple. Un des conjoints est salarié et l'autre a son entreprise qui est en perte. Eh bien, les pertes de l'entreprise peuvent venir directement en déduction du salaire. Résultat, ça peut générer un très gros remboursement d'impôts pour le foyer. C'est un exemple parfait de synergie fiscale. D'accord. Mais si on a plusieurs entreprises, est-ce qu'on peut jouer au vase communicant? Utiliser les pertes de l'une pour compenser les bénéfices de l'autre? C'est une question qui revient tout le temps. La réponse de principe du fisc est très claire là-dessus. Chaque société est une entité à part, avec sa propre personnalité juridique. Et donc, fiscalement, les murs entre les sociétés sont, en théorie, complètement étanches. La réponse est donc non. Mais il y a un mais de taille. Si on arrive à prouver que la séparation en 2 sociétés n'était pas un choix, mais une contrainte, par exemple une obligation administrative ou bureaucratique, alors là, une porte s'entrouvre. Ça devient possible de plaider pour une déduction. Mais c'est du cas par cas, et il faut un dossier en béton. Allez, on passe à la deuxième grande famille, les pertes en capital. Là, on est dans l'univers des investissements. Alors ici, attention, la règle est beaucoup plus rigide que pour une entreprise. En principe, une perte en capital ne peut être déduite que d'un gain en capital. On ne peut pas, par exemple, la déduire d'un salaire. Par contre, il y a une exception majeure, très importante, qui concerne les revenus de titres, comme les intérêts ou les dividendes. Et cette exception, elle a ses propres petites subtilités. Si la perte et le gain viennent du même titre, par exemple, on perd sur la valeur d'une action, mais on touche un dividende de cette même action, la compensation est totale. Par contre, s'il vient de titres différents, la déduction de la perte sera plafonnée à un taux de 25%. C'est un détail, mais pour des investisseurs, ça peut changer beaucoup de choses. Ah, un cas malheureusement très fréquent. On subit une perte sur un investissement, on ne la déclare pas, on se dit que ça ne sert à rien. Et quelques années plus tard, on fait un gros gain. Est-ce qu'on peut encore utiliser cette vieille perte? Bon, la règle de base est simple. Une perte non déclarée, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour le fisc. Mais tout n'est pas perdu. La loi autorise à revenir en arrière et à déclarer des pertes sur les 6 dernières années.
Ça ne va pas donner un remboursement tout de suite, mais ça permet de valider officiellement la perte. Comme ça, elle est dans le système, prête à être utilisée contre de futurs gains. C'est une démarche qui est vraiment essentielle. Pour terminer, on va jeter un œil à quelques stratégies un peu plus sophistiquées et résumer les points vraiment cruciaux à garder en tête. Une technique avancée, c'est de jouer avec les frais de gestion entre des sociétés qui appartiennent au même groupe. La société qui fait des bénéfices paye des management fees à celle qui est en perte. Ça permet de transférer du profit pour absorber la perte. Mais alors là, attention, c'est une zone ultra sensible. Le fisc va vouloir une justification commerciale en béton armé. Les services facturés doivent être réels, nécessaires et le prix doit être juste. Autre stratégie encore plus lourde, racheter une société qui a accumulé un gros stock de pertes reportables. L'idée, c'est de fusionner et d'utiliser ces pertes pour éponger les bénéfices futurs. Mais là encore, les impôts vont regarder ça à la loupe. Il faudra prouver que l'opération avait un vrai sens économique, comme racheter un concurrent, et que l'avantage fiscal n'était qu'une conséquence, pas le but principal de l'opération. Au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est assez simple. La déduction des pertes, quand on a bien compris les règles et qu'on l'applique correctement, c'est un outil fiscal d'une puissance redoutable. Que ce soit pour une entreprise, un indépendant ou un investisseur, ça peut se traduire par de très très grosses économies d'impôts. Et ce point-là, il n'est juste pas négociable. On vient de le voir, les règles sont complexes, il y a des exceptions partout, et le risque que le fisc requalifie une opération en transaction artificielle, il est bien réel. Essayer de naviguer là-dedans sans une consultation pro complète et approfondie, c'est vraiment jouer avec le feu. On va donc se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante. Est-ce que votre situation fiscale est optimisée à fond ? Est-ce que les pertes, passées ou présentes, sont vues comme des poids morts ou bien comme des actifs en sommeil qui attendent d'être utilisés ? C'est une réflexion qui vaut vraiment le coup d'être menée. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.